Et bonjour ou rebonjour à tous. Bonjour Romain, bonjour Virginie. Je Bonjour. suis Alexino, je suis votre animateur pour ce quatrième webinar des live sessions Niort, de la session de Niort numérique, pardon. Nous sommes le troisième jour et donc ce troisième jour est dédié aux webinars qui sont pilotés par le réseau des professionnels du numérique. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui, cet après-midi, deux adhérents du SPN, deux anciens de la promotion saison 3 de Startinov Academy. Et donc Romain et Virginie, aujourd'hui vous allez nous parler de prévoyance environnementale, vous allez nous parler de numérique comme un accélérateur de transition écologique, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, puisque vous avez fondé chacun une start-up qui a pour ambition de contribuer à l'amélioration de notre impact environnemental. Je vais d'abord laisser Virginie se présenter sa start-up rapidement, et puis après Romain, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, je suis Virginie, fondatrice du potager d'à côté. Le potager d'à côté, c'est effectivement, on en parlera un petit peu plus légèrement en détail après. Le potager d'à côté, c'est une démarche qui vise à faciliter l'accès aux fruits et légumes locaux et de saison, tout en évitant le gaspillage et en créant du lien social. Merci Virginie. Romain. Bonjour, je suis Romain, le fondateur de Trizy. Trizy, c'est une solution, un chatbot conversationnel qui se déploie sur le site internet des collectivités et qui accompagne les habitants des territoires dans la meilleure gestion de leurs déchets, avec un gros volet autour du réemploi et de l'économie circulaire locale pour avoir un impact positif sur les territoires avec la réduction des déchets, la valorisation du réemploi et de l'économie circulaire et préserver les liens sociaux. Donc vous œuvrez tous les deux dans le numérique à impact, à transformation sociétale. Aujourd'hui, on va traiter de prévoyance environnementale, un des 5 sujets au cœur des live sessions de Niort numérique. Vous étiez tout indiqué pour nous présenter quelles étaient les bonnes mesures qu'on avait pu apprendre de ce confinement, ou en tout cas qu'est-ce qu'on avait retenu grâce au numérique. Et je vais vous laisser la parole pour nous dresser cet état des lieux. Allons-y. Je vais commencer. Effectivement, on va reprendre la question qui est de savoir finalement est-ce que le numérique est un booster de cette transition écologique? Alors, je suis désolé, on va commencer par spoiler la réponse dès la première minute de la présentation. Mais oui, la transition écologique a bien besoin du numérique. C'est en tout cas ce que pense Cédric O, le secrétaire d'État en charge de la transition numérique, justement. C'est ce qu'il déclarait dans le Figaro fin août, il y a quelques semaines. Et ça va, du coup, cette déclaration totalement en ligne avec voilà les actions du gouvernement quant à la relance post-Covid, qui se veut une relance économique, bien sûr, mais également et avant tout une relance écologique. Et le digital est un des leviers qui va permettre de faire de cette relance une relance effectivement écologique. Donc, on va essayer, vous l'avez sûrement compris avec notre présentation à tous les deux avec Virginie, la réponse, on peut dire, elle est vite répondue. Oui, on est convaincu que cette transition écologique a besoin du numérique, mais la vraie question finalement, c'est pourquoi et comment on s'y prend et comment ce numérique peut avoir un impact positif sur l'environnement et sur la planète. Et bah, c'est à nous de vous reposer une question cette fois. Euh, Quel est, d'après vous, le point commun entre ces différentes sociétés? Alors peut-être que vous vous dites c'est que des licornes, mais c'est pas le cas, presque, mais pas toutes. Il y a aussi le fait que ce soit presque toutes des plateformes collaboratives, mais c'est pas ça non plus. Finalement, ce qui les lie, c'est que toutes ces entreprises ont un impact positif sur l'environnement. Donc certaines d'entre elles que vous devez bien connaître, vous devez assez rapidement comprendre pourquoi, d'autres peut-être un peu moins, mais si on regarde de plus près, des sociétés comme Le Bon Coin ou comme Vinted permettent le réemploi, permettent la réduction des déchets, préserver les ressources naturelles notamment. Blablacar, on va éviter de faire deux trajets Paris-Bordeaux sur à une personne dans une voiture sur l'autoroute côte à côte, mais plutôt se mettre dans la même voiture et réduire son impact CO2. Back Market qui va vendre et reconditionner des appareils électroniques de seconde vie. Drivey, Clickbot qui mettent à disposition de la location de véhicules entre particuliers, etc. Et on a Airbnb aussi. On peut se demander ce qu'il vient faire là, mais
communique de plus en plus sur le fait que prendre une nuit sur Airbnb, c'est presque finalement faire un geste écologique parce que c'est réduire son impact environnemental. Vaut mieux aller dormir chez quelqu'un plutôt que dormir à l'hôtel. Il y a un impact au niveau du chauffage, au niveau de l'eau, au niveau de la gestion des déchets, etc., qui va être beaucoup plus faible si on va voilà chez l'habitant plutôt que si on va à l'hôtel. Donc oui, Airbnb aussi communique sur ces sujets-là comme beaucoup d'autres entreprises. Mais finalement, la question qu'on se pose, c'est ça veut dire quoi avoir un impact positif? Comment on le mesure? Quels sont les indicateurs qu'on peut regarder? Et pour y répondre, s'il y a un référentiel à avoir en tête, c'est celui-ci, c'est les 17 ODD, les 17 objectifs de développement durable qui ont été en fait définis en 2015 par 193 pays membres des Nations Unies qui se sont rassemblés en fait dans le cadre de l'agenda 2030 où l'objectif c'était de définir à l'horizon de 2030 les différentes actions et les différents objectifs en termes de développement durable qu'on va devoir en tout cas essayer d'atteindre. Et donc ils ont fixé ces 17 grands objectifs. C'est pas de pauvreté, c'est la faim zéro, c'est le bien-être au travail, c'est un travail décent pour tout le monde, la vie aquatique, la vie terrestre, la réduction des déchets, etc., etc. Tous les sujets sont évoqués et en tout, on a 169 objectifs qui ont été définis dans lesquels tous ces pays se sont engagés à tenir d'ici 2030. Donc, on va justement essayer de regarder dans quelle mesure ces solutions digitales permettent d'atteindre ces objectifs-là. On se rend compte que finalement, on est de plus en plus nombreux à vouloir apporter notre pierre à l'édifice pour atteindre ces objectifs. Et on constate finalement un vrai changement de paradigme. Et là où l'économie classique, c'est je prends de l'argent que je vais transformer en encore plus d'argent, c'est un peu ça le fonctionnement d'une entreprise. Là, on va avoir un nouveau modèle d'entreprise où je vais toujours avoir de l'argent en entrée parce que j'ai des charges, des ressources, etc. Mais par contre, cet argent, je vais essayer de le convertir non pas en plus d'argent, mais plutôt en impact positif pour la planète, pour la société, qui vont répondre justement à ces différents enjeux du développement durable qu'on a pu voir. Et donc, cette nouvelle forme d'entrepreneuriat qui vise à accélérer ses impacts, elle se structure, elle prend de plus en plus de place aujourd'hui. On a notamment le gouvernement avec le ministère de la Transition écologique a créé en 2018 le French Impact, qui est un peu le pendant de la French Tech, qui regroupe toutes les startups en France. Là, c'est French Impact qui regroupe les entreprises et les startups du digital qui ont un impact positif pour l'environnement, pour la planète, pour la société de manière générale. Donc ça se structure, ça donne un cap. Puis on a d'autres initiatives comme Tech for Good France. Donc, comme son nom l'indique, Tech for Good, c'est la tech, c'est le digital pour le bien, encore une fois, de la planète, l'environnement, etc. Donc c'est une asso Tech for Good France qui fédère et qui regroupe énormément d'acteurs en France qui justement qui œuvrent pour le bien et qui utilisent le digital pour ce faire. Et il y a du monde, il y a déjà des belles success stories là. Je peux pas dire que c'est une cartographie qu'on a faite, c'est juste quelques logos qu'on a mis sur une slide parce qu'il y en a des dizaines et il y en a des centaines. Mais il y en a peut-être que vous connaissez, que vous utilisez. Il y a Yuka, il y a Phoenix qui évite des millions de repas gaspillés. Il y a Simplon qui fait partie des fers de lance de ce nouveau modèle d'entrepreneuriat en France, Asso Connect, bien sûr, le potage d'à côté, Trizy, bien sûr, incontournable. Que des belles startups internationales. Que des belles startups internationales, exactement. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de manière générale, entreprendre, c'est compliqué, mais entreprendre pour avoir de l'impact, c'est compliqué plus, parce que du coup, il y a encore plus de difficultés qui vont se dresser sur notre chemin. Mais heureusement, pour accompagner ça, finalement, il y a tout un écosystème qui se crée, il y a une prise de conscience générale qui est en train de se faire. D'ailleurs, tout ce qu'on dit là aujourd'hui, ça sera peut-être faux demain, dans 6 mois, dans 1 an, parce que tout va très vite. Et surtout, on n'aurait pas pu le dire il y a 1 an ou il y a 2 ans, parce que rien ou très peu de tout ça existait déjà. Donc, c'est important de voir tout ça qui est en train de se structurer, et notamment de nombreux dispositifs d'accompagnement qui se créent ou qui s'adaptent, que ce soit des dispositifs portés par des territoires, par des communes, par exemple la ville de Bordeaux qui a l'incubateur Le Campement, ou la ville de Paris avec Paris & Co Ville Durable, mais des écoles comme un programme de changement d'échelle de solutions d'impact qui s'appelle Entropia,
On a Live for Good qui a été créé et lancé par le vice-président de Microsoft et plein d'autres programmes qui visent justement à accompagner ces entrepreneurs, les aider à trouver leur business model parce que avoir de l'impact, souvent, c'est compliqué de trouver un business model qui fait que avoir de l'impact parce qu'on est obligé aussi d'avoir une certaine rentabilité et de pouvoir payer des coûts. Donc souvent, on a des modèles hybrides avec une activité qui génère cet impact positif grâce au digital et qui va accompagner le développement durable et l'écologie. Et à côté, ben, on a un modèle plus classique euh, de prestation de services, d'accompagnement qui permet de faire du CA complémentaire et de couvrir les charges. En tout cas, voilà, c'est des difficultés supplémentaires. Mais il n'y a pas que qui arrivent et qui changent leur mode de fonctionnement. Il y a aussi les fonds d'investissement parce que c'est compliqué de créer quelque chose, d'avoir énormément d'impact si à un moment donné on n'a pas un fonds d'investissement qui peut aussi nous accompagner. Et ce qui est important de voir, bah, c'est que ces fonds d'investissement-là, ils sont en train de changer aussi. Parce que de manière générale, on va avoir un fonds d'investissement, on lui dit moi j'ai créé une entreprise pas pour faire de l'argent, mais pour accompagner, pour booster la transition écologique. Ah bah il trouve ça génial, hein, il y a aucun souci, mais on se rappelle ou pas d'ailleurs, mais ça s'arrête là. Et justement, on a ces fonds qui sont créés assez récemment pour la plupart et qui, eux, investissent uniquement dans des startups à impact. Et c'est même la première chose qu'ils regardent. J'en ai rencontré quelques-uns et la première question qu'ils m'ont posée, c'est quoi ton impact? T'as évité combien de déchets? Trizy, ça a permis quoi? Avant même de me dire, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Donc ça, c'est intéressant de constater ça. Et il y a des fonds privés, il y a des fonds publics, il y a la Banque des Territoires notamment, il y a France Active, il y a des fonds de business angel qui sont regroupés avec cette volonté. Donc tout ça qui se structure, bah, ça donne des belles perspectives et surtout bah, ça permet à ces initiatives bah, de pouvoir taper fort et justement d'être un booster pour cette. Il te demande, Romain, il te demande ton impact, mais il regarde quand même ton chiffre d'affaires. Il regarde quand même ton chiffre d'affaires exactement. Donc ça, après, il jauge exactement de manière assez différente et des fois dans un même fonds, tu vas avoir une personne qui va te dire très clairement, moi, j'aurais pas ton chiffre d'affaires. Et après, tu as le collègue qui dit, non, non, si, on regarde quand même. Donc, c'est intéressant de voir ça. Donc, évidemment, ils regardent quand même ça, ils regardent une rentabilité. En tout cas, ils sont plus dans une démarche d'investir et d'accompagner plus dans la durée, plutôt que de dire, on rentre aujourd'hui, on sort dans 3 ans, faut qu'on ait fait fois 2, fois 3, voilà. Mais bon, c'est sûr que l'argent reste le nerf de la guerre, quoi. Ça, on l'enlèvera pas aujourd'hui. Mais si on se prend 30 secondes et qu'on fait un focus plus sur le digital, au-delà même de l'impact écologique que peut permettre le digital, c'est de se dire que si on regarde les grands changements qu'on a eu, les changements de comportement, de manière de consommer ou ces choses-là ces dernières années, si on prend un exemple par exemple avec Le Bon Coin, avant que Le Bon Coin apparaisse et existe, ben, ça arrivait pas d'acheter sa voiture à un particulier, d'acheter encore pire sa déco, son téléphone, son canapé, voire sa maison même, sans passer par une agence immobilière. C'est des choses qui n'étaient pas du tout dans les mœurs, qui n'étaient pas dans les habitudes, et même pire que ça, qui étaient difficiles à faire en fait, parce qu'il n'y avait pas cette solution, cette plateforme digitale qui le permettait. On avait des journaux avec des annonces voilà sur les journaux qui permettaient de faire ça, mais c'était très 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 limité. Et c'est là où on voit en fait la puissance du numérique pour changer les comportements, pour nous amener des nouveaux usages et surtout avec une puissance et un déploiement très vite, très fort à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, bah voilà, avec Le Bon Coin, je pense qu'on a tous déjà eu des expériences sur Le Bon Coin, qu'on a acheté, qu'on a vendu beaucoup de choses, des choses en tout cas. Et donc peu importe que ce soit pour accompagner la transition écologique ou pas, mais de manière générale, si on veut avoir un impact fort, un changement de comportement global à l'échelle nationale ou internationale, c'est très très compliqué de le faire sans le digital. Donc l'écologie, une transition écologique n'y coupe pas. Et c'est la même chose si on veut agir vite et fort et avoir un impact important, eh ben on va aussi devoir faire appel au digital avec ces solutions qui vont être en capacité justement de pouvoir avoir ces impacts-là. Justement, ce qu'on disait juste avant, c'est qu'il y a, il y a un écosystème qui se crée, qui est propice justement à voir naître ces solutions et qui les met finalement dans une zone un peu plus confortable que essayer de faire différemment avec les règles de l'ancien temps entre guillemets. C'est compliqué là. Si on a des nouvelles règles qui sont plus adaptées à nous, déjà c'est plus simple. On a des incubateurs qui sont dédiés à notre manière de travailler. On a des fonds d'investissement qui nous suivent et qui nous mettent moins la pression pour générer du CA, mais de l'impact. Donc on va commencer à revenir dans une zone de confort, on va dire, et puis à se développer, à avoir une croissance.
voire même avoir une hyper croissance. Et c'est là où on peut tomber dans un biais qui est finalement d'une startup, on va grossir, notre impact va grossir également, et puis on va vouloir aller encore plus loin. Et à un moment donné, ben, ça va être compliqué de pouvoir conserver cet impact-là parce qu'on va avoir des vrais enjeux ben, financiers, on va avoir voilà beaucoup de salariés, des charges importantes à payer. Donc à un moment donné, la réalité économique va pouvoir nous rattraper. On va faire des choix en fonction de ça et moins par rapport à l'impact. Et même l'impact même de l'entreprise, on va peut-être avoir beaucoup de transport, on va avoir ouvert un site aux États-Unis, aux Australies, on va se déplacer, impact carbone, l'avion, tout ça, et finalement on va retomber un peu dans les anciennes règles. Et donc c'est là où c'est important et il y a un compromis à trouver entre cette croissance, cet impact qui doit grossir et cette hypercroissance dont elle peut être un peu piégeuse. Et un exemple pour terminer, on a vu pendant le confinement Back Market qui a levé 110 millions d'euros. C'est une levée énorme pour les accompagner justement dans leur impact positif de vendre toujours plus de matériel reconditionné. Le seul truc, c'est qu'ils ont levé auprès d'un fonds Golden Sachs, qui est un fonds de pension américain, une grosse banque d'affaires, qui est plutôt connu pour investir dans le pétrole, dans le charbon, dans des technologies qui sont un petit peu moins à impact positif. Donc voilà, ça peut être un exemple de la limite où je vais aller vite fort et du coup, finalement, je vais aider ces fonds-là aussi, je vais leur faire gagner des sous quelque part. Et est-ce que la question, je vais moins vite, mais je fais mieux, ou je vais avoir un plus gros impact et je prends la responsabilité de faire moins bien? En tout cas, le sujet n'est pas simple. Et sur ce, je vais passer la main à Virginie pour qu'elle illustre tous ses propos avec un cas très concret. Merci Romain, bravo. J'avais plein de questions qui venaient, mais à chaque fois tu y répondais, parce qu'en plus tu as un débit de parole assez intense, Ouais, donc on peut pas trop me en placer couper. une, mais c'est pour ça qu'on t'a sollicité. Merci, et puis merci pour cet exemple de back market, effectivement, qui nous rappelle à la réalité des choses. On va laisser l'opportunité à ce fonds Goldman Sachs de se verdir pour de vrai. Exactement. Voilà. Et oui, juste, je disais à Alexis juste avant ce webinaire qu'il y avait un magnifique enregistrement là qui était diffusé en ce moment par Guillaume Meurice et qui parlait de capitalisme vert. Donc voilà, c'était très intéressant et je vous invite à aller le regarder parce que il soulève pas mal de questions. Donc Et merci. alors, c'est toi le capitalisme vert avec le potager d'à côté? Non, j'espère pas. En tout cas, on est en train, avec le potager d'à côté, mais aussi avec d'autres, d'inventer peut-être de nouveaux modèles. Romain parlait de modèles hybrides et on tend vers cela si on ne veut pas adopter le capitalisme. Le capitalisme, alors après, la définition du capitalisme, il faudrait revenir dessus pour pouvoir vraiment répondre très précisément à cette question. Mais en tout cas, les sociétés qui ont un impact, qui se créent dans le but d'avoir un impact aujourd'hui, ne se créent pas dans le but de s'enrichir. Elles se créent dans le but d'avoir un impact et elles cherchent des modèles de financement. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec le potager d'à côté. C'est ce que je constate avec d'autres démarches à impact. Donc voilà, il faut faire peut-être des petites différences. Donc Romain, merci pour toute cette contextualisation. On a choisi avec Romain pour la suite de ce webinaire de prendre un exemple concret parce que nous ne sommes pas de grands sociologues, nous ne sommes pas de grands conférenciers, même si peut-être un jour on le sera, on ne sait pas. Mais voilà, nous on s'est dit que ce qui avait peut-être un peu plus, ce qui allait apporter un petit peu de pertinence à ce webinaire, c'est de partager un cas concret d'une entreprise à impact. Donc, j'ai choisi de parler du potager d'à côté en toute transparence parce que c'est forcément des données qui viennent de l'intérieur. Donc voilà, je Non ne sais pas. trafiqué? Comment? Des données non trafiquées. Exactement. Ah ben non, c'est tout l'intérêt parce que tu vois, on parle d'autres sociétés. Les autres sociétés qui ont été mentionnées juste avant sont de grands groupes maintenant. Voilà, mais dans l'écosystème des entreprises à impact, nous sommes plein de petites démarches en fait qui voulons exister. Voilà. Donc je suis Virginie Broncy, si vous nous rejoignez maintenant, fondatrice du potager d'à côté. Donc, pour illustrer certains des propos, on a pris le cas concret du potager d'à côté. Et pour vous donner un petit peu de contexte, je ne suis pas, à l'inverse de Romain d'ailleurs, une geek.
Bien que j'ai travaillé 7 ans dans ce secteur, je ne suis pas du tout technique et c'était important de le préciser par rapport à ce que je vais évoquer par la suite. Donc moi, je suis rentrée en France il y a 4 ans dans le but de créer une entreprise qui aurait un impact positif sur la société et l'environnement, qui a aujourd'hui, j'ai très envie de le croire et puis en fait on a des données pour le préciser, qu'on a un impact positif sur la société et l'environnement. Donc j'ai lancé le potager d'à côté mi-2018 avec pour objectif d'aider les Français, en tout cas un maximum d'entre eux, à consommer des fruits et légumes locaux et de saison, tout en évitant le gaspillage et en créant du lien social. Nous, on le fait grâce à une plateforme. C'est aussi pour cela que je prends parole aujourd'hui. On le fait grâce à une plateforme qui permet de trouver autour d'un code postal les fruits et légumes qui sont proposés dans certains cas par des professionnels, donc des maraîchers, d'accord, donc c'est le métier, mais aussi par des particuliers qui ont des surplus dans leur jardin. Voilà. Donc, on a, avec l'aspect des particuliers, vraiment la notion de lien social, mais finalement, ça peut aussi s'appliquer avec les producteurs. Donc, c'est aujourd'hui, si vous allez le tester, vous n'allez peut-être pas trouver tout de suite auprès de chez vous, mais l'idée, c'est ça, c'est d'éviter le gaspillage, créer du lien social et de faciliter l'accès aux produits locaux. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir à la solution qui allait me permettre de faciliter l'accès aux produits locaux et de saison, je ne suis pas partie avec l'idée de créer une plateforme. En fait, je sortais de ce secteur, donc je n'avais pas forcément envie de me relancer dans le numérique. Force a été de constater que pour permettre à un maximum de personnes de participer à cette démarche, eh bien, l'outil numérique a été un moyen. C'est pour ça que je partage cette belle citation inventée par moi-même. En tout cas, j'ai j'ai peut-être envie de croire que c'est une phrase, une citation que j'ai inventée moi-même. Mais bref, c'est quelque chose que je ressors assez souvent. Pour moi, le numérique a été un moyen et pas une fin en soi. Je me suis pas levée un matin en me disant tiens, je vais créer une plateforme et puis en fait, je vais la rendre disponible à tout le monde, même si ça n'a aucun intérêt pour les autres en France. Non, non, ça a vraiment été un moyen d'avoir plus d'impact plus rapidement. Et c'est vrai que le potager d'à côté, on l'a lancé en 2018 et c'est ouvert à toute la France. Et ce qui est beau dans tout ça, en tout cas, c'est des choses qui font vraiment plaisir et que j'aime et sur lesquelles j'aime bien insister, c'est le fait que on va utiliser un socle commun qui va permettre de recréer des écosystèmes ultra locaux sur d'autres territoires, d'autres départements. Donc nous, on est basé en Charente, mais finalement, tout le monde peut lancer la démarche, en tout cas utiliser le service du potager d'à côté sur d'autres départements. Donc je vous donne un exemple. On a une personne qui a qui a acheté des fruits ou des légumes à Claye dans le 51 et la personne qui l'a acheté, elle a acheté à 15 kilomètres environ de la personne à laquelle qui proposait. D'accord? Donc c'est important de préciser ça parce que aujourd'hui on crée des plateformes et puis on veut faciliter l'accès aux produits locaux, mais on met en place des systèmes, dans certains cas, des systèmes de livraison qui vont les livrer à 500 kilomètres de chez soi. Donc là, dans le cas du potager d'à côté, on recrée des mini-écosystèmes ultra locaux pour bien rester dans l'accès aux fruits et légumes locaux et de saison, la création de liens sociaux et la lutte contre le gaspillage. Alors, l'outil numérique a vraiment été un moyen d'avoir plus d'impact. Nous, aujourd'hui, on a estimé qu'il s'agissait d'environ 2 millions de tonnes de surplus de jardins qui se perdaient chaque année. Et ça, c'est une estimation basse. Avec l'outil numérique, on pense que voilà, si chacun s'y met, à peu près, je suis sûre que vous avez en tête des personnes qui ont des figues. Là, c'est une photo très récente de figues, de pommes, de poires en ce moment qui se perdent dans les jardins. Les quantités sont astronomiques et on espère bien avec le potager à côté d'éviter la perte de millions de tonnes de surplus de jardin. Et avec ton initiative, Virginie, avec le potager d'à côté, avec ton déploiement en Charente à partir de 2018, vous avez économisé combien de tonnes ou sauvé combien de tonnes?
Alors là, déjà. juste sur les surplus particuliers, on est à plus de 2 tonnes, mais tu vois un petit peu l'ampleur du travail, quoi, hein. On est déjà à plus de 2 tonnes avec une initiative grandissante, en croissance, mais qui a démarré très territorialement. Très territorialement. Alors c'est un peu tout le challenge parce que là maintenant, toute la difficulté est d'être entendu et que notre message finalement atterrisse dans les territoires pour que les particuliers sachent que cette solution existe, testent, s'y mettent. Donc voilà, là on est vraiment à ce stade puisqu'on a au bout de 2 ans, on a quand même testé pas mal de choses, on a fait des améliorations, notamment grâce au SPN. Mais là, on arrive à un stade où la solution, elle est prête, elle a été améliorée, elle peut être utilisée partout. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et c'est vrai que tous les jours, on a des messages de personnes qui nous disent moi, j'ai pas encore de personnes qui proposent près de chez moi dans ce département. Et les particuliers, les gens nous aident énormément. On a des prises de contact très régulièrement de personnes qui souhaitent souhaitent parler de la démarche localement. Et donc, on envoie des éléments. Voilà, très récemment, on a envoyé des prospectus, mais si je peux y faire mention juste 2 secondes, on a eu un reportage récemment par France 2 qui a été diffusé au 13h. Et c'est vrai que ce reportage a touché beaucoup de Français et on a eu en l'espace de très peu de temps beaucoup de personnes qui se sont inscrites pour proposer leur surplus de jardin. Ça montre bien que en fait voilà cette démarche elle peut exister dans beaucoup de villes, de communes, voilà sans regarder forcément la taille de la ville. Alors juste pour continuer sur la suite, euh, les 2 millions de tonnes, c'est vraiment un objectif qu'on souhaite atteindre. Ça reste un objectif bas. Euh, le choix du numérique, euh, et là, j'ai envie de le dire, ça me fait très plaisir d'avoir l'opportunité de le dire. Les plateformes ne sont pas créées que par des geeks qui veulent se faire un max d'argent sur le dos des gens. Voilà, ça sera peut-être enregistré, répété quelque part. J'ai envie de le dire parce que pour nous, la plateforme, le potager d'à côté a été un moyen et pas une fin en soi, je le répète. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est financer ce modèle. Et aujourd'hui, et tout à l'heure, Romain l'a évoqué, ce n'est pas simple. Quand on est une entreprise à impact, rien n'est simple. On met en place des modèles hybrides pour financer ces systèmes-là. Le potager d'à côté a été. Alors peut-être, Romain, tu n'as pas parlé des garde-fous, je crois. Euh, Non, non, voilà. Mais tu vois, j'ai plus de temps. je vais en parler Mais pour je peux, toi. mais si tu veux en dire 2 mots, j'ai la slide. Ben écoute, je vais donner un petit cadre, peut-être d'un point de vue éthique. Le potager d'à côté a obtenu un agrément qui reconnaît son utilité sociale. D'accord? Donc c'est peut-être une façon de différencier des démarches qui sont ultra capitalistes avec des démarches qui sont avant tout à un impact positif et pas et donc pas ultra capitaliste. Voilà. Donc cet agrément, c'est un agrément qui est délivré par l'État et qui reconnaît l'utilité sociale. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider à faire la différence entre certaines plateformes. Voilà. Donc ça c'est dit. Je suis contente Bon, ça d'avoir s'est pu. lancé. Donc, tous ceux qui veulent se lancer dans des entreprises à mission, c'est bien, c'est important. Il y a des vraies démarches sincères et puis il y a des démarches qu'on pourrait assimiler à de la communication. Ah, Exactement. je pense, et d'ailleurs Guillaume Meurice Ah bah, le disait. illustré à merveille dans sa vidéo, ouais. Il parlait justement, il était au salon Pro Durable et puis c'est vrai qu'il y a des démarches qui peuvent être discutables et on a des entreprises qui euh, mettent en avant des démarches écologiques alors qu'elles sont elles-mêmes ultra polluantes. Donc c'est compliqué de ne pas croire à de la com dans ces cas-là. On peut Et juste en citer je un vais même exemple. prendre un autre exemple. Ah, excuse-moi, Romain, mais là, on fait l'apologie du numérique dans un objectif de transition écologique et on a choisi dès le début de ce webinaire de dire oui, le numérique est favorable à la transition écologique. Je prends juste le chiffre que Vincent Courboulet nous a donné hier, mardi après-midi, pardon, sur son plateau. Les déchets
électronique, électroménager, tout ça englobé, hein, donc pas que le numérique, ça représente chaque année 125 trains Mm. de poids, tu vois. Je crois que c'est 53 milliards de kilos. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que le numérique, qui est un outil indispensable, qui n'est pas une fin, mais qui est le moyen sine qua non pour avoir l'impact indispensable, est lui-même générateur, autogénérateur de déchets. Et donc nos démarches doivent être encore plus fortes pour atteindre cet impact d'équilibre. Encore plus responsable, tu as raison. Si je peux juste donner un autre exemple pour illustrer, la consommation et l'impact CO2 généré par les plateformes de streaming, YouTube, Netflix, etc., est équivalent à l'impact CO2 produit par toute l'Espagne. Donc voilà, juste Netflix, YouTube et les autres, voilà, génèrent autant de CO2 que toute l'Espagne, toutes les industries, les voitures, tout. Rien que ça fait froid dans le dos. Et c'est là on se dit que, mais ça, ce qui est compliqué, c'est qu'on s'en rend pas compte, en fait. On regarde une vidéo YouTube, on se rend pas compte de ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est une Donc pollution nous-mêmes, qui est en essayant de compliquée. promouvoir une démarche de prévoyance environnementale à travers ce webinaire, on est On déjà, est, on n'est pas bon. on est pas bon. Mais on est Bon. peut-être meilleur Non, que mais il y a si des on avait notions fait venir que d'hygiène. de toute la France aussi, tu vois. Si t'as quelqu'un qui serait venu de Lyon, de Belgique, de Marseille en avion, pour venir à Niort, est-ce qu'on aurait été mieux? Je suis pas sûr. Donc Pas du tout, c'est, pas du tout. et Mais d'où même la voilà. nécessité quand même de mettre en œuvre une hygiène numérique Mm, pour favoriser les bonnes pratiques, y compris parmi nous, acteurs, ambassadeurs mm, du numérique, dans une démarche d'impact. Alors, exactement. Romain, si tu veux bien continuer, s'il te plaît, je vais juste euh, mentionner là aussi que créer une entreprise à impact, c'est ce que je disais juste avant en fait, hein, créer une entreprise à impact positif sur la société et l'environnement, ce n'est pas simple. J'ai dans l'écosystème avec qui j'interagis, on se rend bien compte que on pense avoir une super idée à un moment donné, et puis on sort les rames, on s'adapte, et puis pour finalement y arriver à un certain moment. Mais oui, ce n'est pas simple, et c'est pour ça que pour moi c'est important de faire la différence entre le capitalisme vert et les démarches à impact. Voilà. Alors, on avait dit en résumé de ce webinaire qu'on allait parler du confinement et de l'impact du confinement. Donc, concrètement, est-ce que le confinement a été un plus grand accélérateur de la transition écologique que le numérique lui-même, ou est-ce que et le confinement plus le digital a effectivement accéléré la transition écologique? Moi, je voulais vous donner mon point de vue là-dessus. Donc, un cas concret, là encore. On a vu il y a eu plein d'articles pendant le confinement sur le fait que les Français optaient beaucoup plus pour le local, pour les circuits courts. En tout cas, ça a été le cas en Charente, mais je suis sûre sur pas mal de territoires. Et, et c'est vrai que le potager d'à côté, en ce qui concerne l'utilisation du potager d'à côté, si tu peux avancer, Romain, on a vu réellement une augmentation assez forte de l'utilisation du potager d'à côté. Là, je le mentionne ici, c'est 25 fois, voilà, 25, on a multiplié par 25 le nombre d'utilisateurs sur le potager d'à côté sur le mois d'avril. Hein. Donc, bon, c'est quand même pas rien. On parle pas de pourcentage ici, mais voilà, je préfère utiliser le multiplicateur. Et on a eu 30 fois plus de personnes qui ont utilisé le potager d'à côté en avril là aussi. Donc on a vraiment vu en fait, ça a commencé en fait en mars, et puis en avril ça a été vraiment le pic. Là on a vu une grosse croissance d'utilisation du potager d'à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'utilisation du potager d'à côté pendant le confinement, il s'est fait concrètement auprès des maraîchers qui étaient des professionnels, puisqu'ils étaient considérés comme commerce autorisé. Là, ce n'était pas le cas des particuliers. D'accord? Donc pendant le confinement, les gens qui ont utilisé le potager d'à côté, c'était par les maraîchers qui utilisaient ce système de commande en ligne. On a aussi vu pendant le confinement des personnes qui ont beaucoup acheté de plants en fait aux maraîchers pour se mettre au jardinage, ce qui était quand même plutôt positif. Et donc la question que beaucoup se posent, je suis pas sûre qu'on ait tout de suite la réponse, mais quelques mois après, finalement, est-ce que c'est une croissance pérenne? Est-ce que une croissance, est-ce que c'est une nouvelle tendance de consommation qui s'installe, ou est-ce que avec le déconfinement, on va repartir sur des schémas antérieurs au confinement? C'est voilà, comme je dis,
une vraie question. Quelques mois après, en tout cas nous, d'un point de vue du potager d'à côté, on a vu une grosse chute après au moment du déconfinement, où finalement les gens alors il y a eu l'arrivée des marchés et puis il y a eu les départs en vacances, donc forcément ça doit rentrer en compte. Mais finalement, ce que je veux dire ici, si tu peux avancer, Romain. Donc on a vu une grosse chute clairement, et j'aime bien ces données parce que j'ai regardé ça pour vous. Je me suis dit, mais moi, d'un point de vue du potager d'à côté, on est redescendu, on commence légèrement, on recommence à monter dans l'utilisation, mais est-ce qu'il y a des données là-dessus? Et juste avant, moi ça me marque en fait, hein, 75% des gens ont utilisé les grandes surfaces pendant le confinement. Moi je trouve ça énorme en fait, je trouve ça énorme, mais c'est vrai que c'était un des seuls moyens pour pouvoir avoir accès à des produits essentiels, c'est clair. Euh, Là, suite au confinement, là on nous parle de 68% des personnes donc qui continuent d'acheter en grande surface. Je partage ces chiffres parce que on nous parle beaucoup de conscience sur le fait d'adopter une consommation beaucoup plus responsable. Et finalement, c'est toujours 68% des gens qui vont en grande surface et uniquement 6% d'intention d'achat aux producteurs locaux. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, c'était 4% et qu'aujourd'hui, voilà, 6%. En fait, on n'a pas beaucoup bougé. C'était à peu près le pourcentage qu'on avait déjà avant avant le confinement. Voilà. Donc moi j'ai eu envie de mitiger un petit peu ce qui se dit dans les médias et puis ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Et j'ai envie de vous poser la question, vous finalement, est-ce que vous avez gardé certaines pratiques que vous avez finalement que vous avez adoptées pendant le confinement, ou est-ce que vous êtes reparti dans votre quotidien mais sans jeter la pierre, hein, on n'est pas là pour ça. Et, finalement, Si, voilà. si. Vous êtes aussi dans ce cas-là où vous avez eu des pratiques et dont vous êtes super fiers pendant le confinement, et avec le déconfinement et le retour et la rentrée scolaire, est-ce que vous repartez dans un schéma d'avant confinement? C'est vraiment une vraie question que j'ai envie de vous poser. Et donc, pour conclure ce webinar, on va dire que, comme pour la cybersécurité, à 80%, les attaques proviennent d'erreurs humaines quand on accepte quelque chose de dangereux. Eh bien, comme pour la cybersécurité, la transition écologique à travers le numérique, à 80%, ça va passer par nos habitudes d'achat, par nos pratiques de consommation, consommer local, consommer en petite quantité, consommer le vrac, sans emballage, se rapprocher donc des initiatives, connaître ces initiatives, et donc celle du potager d'à côté, entre autres. On invite tous les habitants, tous les résidents de Niort, mais aussi d'ailleurs, puisque le potager est disponible à Niort comme dans d'autres villes, à se connecter sur ta plateforme, à aller proposer leur surplus et à aller en chercher des fois quand on a Oui, besoin. oui, Voilà. effectivement, c'est les personnes qui proposent prennent le temps de les proposer. C'est dans certains cas, c'est des choses qu'ils faisaient déjà un petit peu avant. Dans certains cas, c'est vraiment un effort. Et là, il faut encourager ces personnes. Je pense que c'est important. Et puis, dès que des personnes lorsque des personnes nous font des retours d'expérience, c'est vraiment des bons moments où on a accès à voilà des fruits ou des légumes qui ont poussé le plus naturellement possible. C'est une belle rencontre. En plus, on évite le gaspillage. Voilà, donc tout le monde s'y retrouve. Bravo Virginie. Merci, c'est gentil. Bravo. Donc à tous les deux, Startup à Impact, je vous souhaite de poursuivre votre croissance raisonnée et intelligente. Virginie, beaucoup d'inscrits et d'échanges sur le potager d'à côté. Romain, beaucoup de déploiements dans des collectivités territoriales et j'espère qu'il y en aura des bonnes nouvelles proches, très proches de chez nous, ici à Niort et ailleurs. Merci à tous les deux pour ce contenu. On peut vous retrouver, on vous retrouvera ce webinaire très prochainement en replay, on le partagera et puis on peut vous retrouver tous les deux sur votre plateforme. Les live sessions continuent aujourd'hui et demain, et puis tout de suite, enfin à 14h50, un nouveau webinaire proposé par le SPN, animé, si je ne me trompe pas, par Lisa Harel, la directrice du SPN, avec l'excellent cluster Necoe, le cluster de design de service, qui va nous proposer un webinaire intitulé Vendez de la valeur et non de la quantité. Je crois que c'est ça, hein, c'est ça, et non du volume. Je ne me plante pas, ça aurait été bête de faire l'inverse. Merci en tout cas à vous deux.
Merci à l'équipe. Et puis, on vous retrouve très prochainement en ligne et partout. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.